Deux grandes tendances sont à retenir lorsque l'on veut comprendre les évolutions qui ont mené au proto-slave, stade où le slave était encore une langue unique, puis au slave commun, stade où les différences entre les dialectes slaves étaient encore minimes. La première grande tendance, nous en avons déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit de la tendance qu'a eu le slave à se restructurer de façon à ce que toutes les syllabes des mots soient ouvertes, c'est-à-dire terminées par une voyelle. Plus largement, cette tendance a mené les syllabes à être le plus souvent composées d'une consonne suivie d'une voyelle, ce qui a pu notamment entraîner l'apparition de consonnes en début des mots qui, à l'origine, débutaient par une voyelle. Ça a pu également provoquer la disparition de consonnes qui terminaient certains mots, ou encore provoquer la simplification de groupes de consonnes et de groupes de voyelles au sein des mots. La deuxième tendance est un principe d'harmonie syllabique qui empêchait le point d'articulation d'une consonne et d'une voyelle qui sont en contact d'être trop éloignés l'un de l'autre. En effet, et nous en avons déjà parlé sur cette chaîne, les consonnes comme les voyelles peuvent être articulées plus ou moins profondément dans la bouche. On dit pour les voyelles qu'elles sont plus ou moins antérieures ou postérieures selon qu'elles sont prononcées à l'avant ou à l'arrière de la bouche. Pour les consonnes, on parlera de labiales lorsqu'elles sont articulées au niveau des lèvres, de dentales lorsqu'elles sont prononcées au niveau des dents de devant, d'alvéolaires si elles sont prononcées derrière les dents de devant, de post-alvéolaires lorsqu'elles sont prononcées à la jonction entre la zone alvéolaire et le palais dur, de palatales lorsqu'elles sont articulées au niveau du palais dur, et de vélaires lorsqu'elles sont articulées au niveau du voile du palais. Selon ce principe, une consonne vélaire, prononcée au fond de la bouche, ne peut donc pas être prononcée avant une voyelle antérieure, car leur point d'articulation serait trop éloigné. Ces deux tendances se retrouvent tour à tour tout au long de l'évolution menant au slave commun, et sont donc incontournables dès que l'on veut parler de ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire des trois phénomènes de palatalisation du proto-slave et du slave commun, du phénomène de iodisation, ainsi que d'autres évolutions qui permettent de mieux les expliquer. Je précise que je reprends largement dans cette vidéo la structure de l'excellent ouvrage de Matej Shekli, dont le titre est traduisible par « Phonologie comparée des langues slaves, du proto-indo-européen au proto-slave ». Vous en trouverez la référence en description. Nous avons déjà parlé de ce qu'est la palatalisation sur cette chaîne, et je vous conseille grandement de regarder la vidéo en question si vous voulez mieux en comprendre le principe. Les trois palatalisations slaves sont motivées par le principe d'harmonie syllabique et concernent les consonnes vélaires lorsqu'elles sont associées à une voyelle antérieure. Leur principe est toujours le même, pour éviter que le point d'articulation de la consonne et de la voyelle qui sont en contact soit trop éloigné, alors le point d'articulation de la consonne va avancer dans la bouche. Comme le nom de palatalisation l'indique, l'avancée du point d'articulation se fait généralement jusqu'au palais dur, transformant bien souvent les consonnes vélaires en consonnes palatales dans le sens large du terme, puisque de fait, ces consonnes deviennent généralement post-alvéolaires, voire dentales-alvéolaires. Précisons encore que des trois palatalisations, les deux premières sont régressives, c'est-à-dire qu'elles concernent les consonnes vélaires lorsqu'elles sont suivies de voyelles antérieures, tandis que la troisième est progressive, c'est-à-dire qu'elle concerne les consonnes vélaires lorsqu'elles sont précédées de voyelles antérieures. La première palatalisation des vélaires a eu lieu autour du 5e et 6e siècle de notre ère, et a principalement concerné les trois consonnes vélaires que sont le k, le g et le ch. Cette première palatalisation a concerné toute l'ère slave de la même façon. Après une voyelle antérieure, le k s'est palatalisé en ch, le g s'est palatalisé en j et le ch en ch. En plus des trois consonnes vélaires, les groupes de consonnes sk et sg, terminés par une vélaire donc, ont également été concernés et ont été respectivement palatalisés en ch et vj. Les voyelles antérieures ayant causé cette palatalisation sont le i, le e, le yermou, une sorte de i ultra court, ainsi que le yak, un phonème qui, à ce moment de l'évolution, se prononçait comme une sorte de e long, et était d'ailleurs hérité du e long proto-indo-européen. Précisons que des évolutions ultérieures transformeront certains e suivis des consonnes nasales n ou m en la voyelle nasale 1, qui est notée e avec ce que l'on appelle un ogonek, cette sorte de cédille inversée en dessous. Cela supprime donc les consonnes n et m qui se trouvaient à la fin de certaines syllabes, et cela découle donc de l'ouverture des syllabes. Quant au yak, il deviendra par la suite un a derrière les consonnes palatalisées lors de la première palatalisation, mais aussi derrière les consonnes iodisées dont nous parlerons plus tard. Cela explique la présence potentiellement déroutante d'un a après certaines consonnes palatalisées.
Cette première palatalisation est bien sûr visible au sein des mots dans lesquels, à l'origine, une consonne vélaire était suivie d'une voyelle antérieure, ce qui est par exemple le cas du mot proto-slave žena, qui veut dire femme. Comme le baltoslave est le stade de langue précédant le proto-slave, la comparaison avec les langues baltes peut être utile. Ici, on peut donc comparer le mot žena au mot du vieux prussien genna, le vieux prussien étant une langue balte éteinte. C'est aussi le cas du mot proto-slave čirne, qui veut dire noir, que l'on peut comparer au mot dialectal du lituanien kirsnas. Une consonne vélaire terminant une racine peut aussi être palatalisée ou non en fonction du suffixe qui la suit. Un suffixe diminutif du type itsa pourra notamment faire passer la consonne vélaire du mot ronka, la main, à ronchitsa. Un suffixe d'infinitif de type iti pourra faire passer la vélaire des adjectifs suche, qui veut dire sec, ou ploske, qui veut dire plat, à leur version palatalisée, comme dans les verbes sushiti, qui veut dire sécher, et ploshchiti, qui veut dire aplatir. Il est également intéressant de regarder les situations où cette palatalisation est intervenue dans la flexion des mots, dans la mesure où, dans les mots dans lesquels la consonne précédant la désinence ou la terminaison est une vélaire, celle-ci est susceptible d'être palatalisée par les désinences ou terminaisons qui commencent par une voyelle antérieure. C'est le cas avec la désinence « est » du vocatif singulier pour les noms masculins, avec notamment « vilke », le loup, qui se décline au génitif en « vilka », mais se transforme en vilche au vocatif. C'est aussi le cas avec des terminaisons verbales, notamment en eshi pour la deuxième personne du singulier, dans certains verbes conjugués. On a pekon, mais pecheshi. Rappelons enfin que le yak s'est souvent transformé en a par la suite, menant à des situations où les consonnes palatalisées sont suivies d'un a, dans des mots comme chasse, le temps, ou jale, le chagrin, le regret. On peut se rendre compte de la différence entre forme non palatalisée et forme palatalisée par ce qui était à l'origine un yak dans des mots comme mozg, qui veut dire quelque chose comme moelle ou cerveau, et mojjan, qui en est l'adjectif dérivé. Ou encore dans des mots comme krike, un cri, et le verbe krichati, crier. En parallèle de la première palatalisation, et sur une période plus étalée, allant jusqu'au IXe siècle, a eu lieu ce que l'on appelle la iodisation. Alors soyons clairs. Il serait tout à fait correct d'un point de vue linguistique de dire que la iodisation est une palatalisation. Son mécanisme est de fait celui d'une palatalisation. Dans un contexte slave, on parle de iodisation parce qu'elle se différencie notamment de la première palatalisation des vélaires de la façon suivante. Déjà, les consonnes concernées ne sont cette fois-ci pas uniquement les vélaires, mais aussi les dentales alvéolaires et les labiales, c'est-à-dire les consonnes situées de part et d'autre du palais. Précisons que des groupes de consonnes comprenant des vélaires, des dentales ou des labiales sont également concernés. Mais la vraie raison de la distinction, c'est que le phénomène n'a pas lieu lorsque ces consonnes sont suivies de voyelles antérieures, mais lorsqu'elles sont suivies d'un iode, c'est-à-dire d'un ye, qui est une consonne palatale. Les résultats de la iodisation sont les mêmes que ceux de la première palatalisation en ce qui concerne les consonnes vélaires et groupes de consonnes terminés par une vélaire. C'est-à-dire qu'un que suivi d'un ye se transforme en che, un ge suivi d'un ye se change en je, un che suivi d'un ye devient che, le groupe ske suivi d'un ye devient sh, et sge plus ye devient sj. Pour les dentales, le résultat est parfois plus discret. Passons-les en revue rapidement. Le te et le de suivi d'un ye donnent tje et die. Les groupes st et sd suivis d'un ye donnent quant à eux sh et sj. Ne, le et re, suivis d'un ye, donnent nye, lie et rie, tandis que les dentales se et ze, suivis d'un ye, donnent che et je. Les groupes sne, zne, sle, zle, suivis d'un ye, donnent respectivement chnye, jnye, chlie et jlie. Enfin, pour les labiales, un lie apparaît lors de la iodisation. Pe, be, me et ve, suivis d'un ye, donnent à l'origine plie, blie, mlie et vlie. Donnons quelques exemples. On peut observer les alternances résultant de cette iodisation, notamment entre les infinitifs et certaines formes conjuguées des verbes. C'est le cas entre nositi qui veut dire porter et noshan, qui est la première personne du singulier, chistiti qui veut dire nettoyer et chischan, kupiti qui veut dire acheter et couplion. Et cette iodisation est également visible dans le participe passé passif, comme par exemple avec noshen, chischen et couplien. S'il en reste dans les verbes, citons encore l'effet iodisant d'un suffixe permettant de créer la version imperfective d'un verbe perfectif.
c'est le cas avec un verbe perfectif comme solomiti, briser, et son équivalent imperfectif solamliati, ou encore veslonitisan, s'adosser, et son équivalent imperfectif veslamiatisan. Ces alternances peuvent également se voir dans les adjectifs lorsqu'ils sont dotés de suffixes comparatifs. On peut par exemple prendre shiroke, qui veut dire large, visoke, qui veut dire haut, et glomboke, qui veut dire profond. Ici, le suffixe d'origine est remplacé par le suffixe de comparatif i, donnant les formes shiri, vishi et glombliei. Des noms créés sur la base de verbes peuvent également comporter une version iodisée de la dernière consonne de leur racine. C'est le cas de noms comme lovlia, le fait de chasser, la chasse, basé sur le verbe loviti, qui veut dire chasser. Ou encore le nom gendia, la soif, qui est tiré du verbe gendate, qui veut dire avoir soif. Clairement, la première palatalisation et la iodisation ont beaucoup en commun, et peuvent être vues comme participants d'une même dynamique. Et pourtant, palatalisation et iodisation participent à l'équilibre phonologique du proto-slave de deux façons différentes, ce qui justifie d'ailleurs l'usage de deux termes différents pour évoquer ces phénomènes. La palatalisation répond, comme on l'a dit, à cette tendance du proto-slave à l'harmonie syllabique. Le résultat de la première palatalisation est que les points d'articulation d'une consonne et de la voyelle qui la suit se rapprochent l'un de l'autre. La iodisation, quant à elle, participe plutôt à l'ouverture et à la simplification des syllabes en simplifiant les groupes de consonnes dont la dernière consonne est un y. À la suite de la iodisation, la consonne palatalisée par le y peut se retrouver en contact de voyelles antérieures comme postérieures, puisque les voyelles n'ont joué aucun rôle dans ce phénomène. Alors qu'à la suite de la première palatalisation des vélaires, les consonnes palatalisées ne pouvaient être associées qu'à des voyelles antérieures, si l'on fait abstraction de l'évolution ultérieure du yak en a. C'est d'ailleurs pour cela qu'a eu lieu, à la suite de la iodisation, un autre phénomène, un changement vocalique. Dans les séquences dans lesquelles certaines voyelles non antérieures se sont retrouvées à suivre une consonne palatale à cause de la iodisation, ces voyelles se sont souvent transformées en voyelles antérieures. Le OU, le hier dur, le A, mais aussi la diphtongue I lorsqu'elle était suivie d'une consonne, se sont transformées respectivement en I, en yermou, en E et en la diphtongue EI. C'est ainsi que le hier-dur d'origine s'est transformé en yermou dans un mot comme koshi, le panier, tandis que les mots non iodisés ont bien un hier-dur, comme coupe, un tas. De la même façon, on s'est retrouvé avec un modèle neutre dit mou, c'est-à-dire dont la dernière consonne est palatalisée, et suivi d'un E, tandis que le modèle dur est lui terminé par une consonne non palatalisée, suivi par un O au nominatif singulier. Précisons que le O en question est une évolution du A mentionné ici. Le A suivant une consonne iodisée s'est donc transformé en E, comme dans le mot polier, le chant, tandis que celui qui suivait une consonne non iodisée est resté A, avant d'évoluer en O, comme dans le mot miesto, qui veut dire le lieu. Pour récapituler, la iodisation a donc permis de satisfaire le besoin d'ouverture et de simplification de la structure des syllabes, quitte à mettre en contact des consonnes palatalisées et des voyelles qui ne sont pas antérieures. Le changement vocalique a ensuite permis de réharmoniser une partie de ces syllabes. La deuxième palatalisation des vélaires arrive un peu plus tard, entre le 6e et le 9e siècle. Elle est également régressive et concerne donc aussi les situations où les consonnes vélaires sont suivies de voyelles antérieures. On pourrait légitimement se demander pourquoi la deuxième palatalisation existe, puisque les consonnes vélaires ont déjà été palatalisées lorsqu'elles étaient suivies de voyelles antérieures lors de la première palatalisation. C'est parce qu'entre la première et la deuxième palatalisation, plusieurs choses se sont passées. Déjà, le lexique a été emprunté à des langues non slaves, et ces nouveaux mots comportaient parfois des consonnes vélaires suivies de voyelles antérieures. Et surtout, un phénomène de monophthongisation des diphtongues a eu lieu, c'est-à-dire une simplification des groupes de voyelles répondant au principe d'ouverture et de simplification des syllabes. Cette monophthongisation a concerné les diphtongues ei, ai et ao, hérités du baltoslave, qui sont respectivement devenus i, yach ou i et ou. La diphtongue ai nous intéresse ici particulièrement dans la mesure où il s'agit de la seule diphtongue qui n'était pas commencée par une voyelle antérieure à l'époque de la première palatalisation et qui est devenue une voyelle antérieure après la monophthongisation. En effet, en devenant yach ou i, il y a eu, avec cette monophthongisation, de nouvelles situations où des consonnes vélaires, à l'origine suivies de la diphtongue ai, étaient désormais suivies d'une voyelle antérieure.
Les conditions de la réalisation d'une deuxième palatalisation des vélaires étaient donc réunies. Les résultats de cette deuxième palatalisation sont légèrement différents de ceux de la première. Lorsque les vélaires que et ge étaient suivis d'une voyelle antérieure, elles se sont palatalisées respectivement en tse et dze, probablement via une étape de type tche et dje. C'est ainsi qu'un mot comme kena est devenu tsena, le prix. Des mots empruntés tels que kirika, qui vient du vieux haut allemand, sont devenus kirke, puis tsirki, l'église. Un mot venant du gothique, comme kaisar, est devenu kaisar, puis césar, l'empereur. Des mots comme vilke, le loup, qui avait déjà subi la première palatalisation au vocatif singulier avec la forme vilce, ont également subi la deuxième palatalisation au nominatif pluriel avec viltsi, donnant un paradigme de déclinaison où le que d'origine alterne avec deux versions palatalisées de ce que, le tche et le tse. Un mot comme noga, la jambe, deviendra sous l'effet de la désinence en yak du datif et du locatif singulier, nodze. Des verbes dont la racine est terminée par une consonne vélaire peuvent la voir palatalisée à l'impératif. Au moment de cette deuxième palatalisation, on peut encore observer la version non palatalisée de cette vélaire, notamment dans les participes passés, comme pour le verbe peki, cuire, dont le participe passé est pekle, et dont les formes conjuguées à l'impératif sont petsi à la deuxième personne du singulier et pitsete à la deuxième personne du pluriel. La deuxième palatalisation n'a toutefois pas eu les mêmes résultats dans tous les dialectes du slave commun. Mentionnons déjà qu'à l'est, le vieux novgorodien ne l'a tout simplement pas subi, ce qui est encore visible aujourd'hui en russe. Notons aussi que le résultat de la palatalisation de la vélaire re est passé à che dans un premier temps, et est ensuite devenu se dans les langues slaves du sud et de l'est, et che dans les langues slaves de l'ouest. Les groupes ske et sge sont devenus stse et zdze dans les langues slaves du sud et de l'est, hors vieux novgorodien, et sont devenus chtche et chtche dans les langues slaves de l'ouest. Un adjectif comme kheri, gris, restera donc kheri en vieux novgorodien, deviendra seri ailleurs à l'est ainsi qu'au sud, et sheri à l'ouest. Un nom comme deska, la planche, se déclinera de ske au datif et locatif singulier en vieux novgorodien, deviendra deste ailleurs à l'est ainsi qu'au sud, et deshche à l'ouest. Pour en terminer avec cette deuxième palatalisation, évoquons encore les vélaires ke, ge et re lorsqu'elles étaient suivies d'un v. Ces groupes sont restés inchangés en vieux novgorodien et à l'ouest, et ils se sont palatalisés en sve, dzve et sve ailleurs à l'est et au sud. Les exemples ne sont pas nombreux. Les plus emblématiques sont les mots kvete, la fleur, et gvezda, l'étoile, qui donneront respectivement tsvete et zvezda, là où les groupes kve et gve ont été palatalisés. Avant d'aborder la troisième palatalisation, je tiens à remercier très rapidement tous ceux qui me soutiennent financièrement sur Patreon et sur Ko-fi. À ce stade de la vidéo, vous avez sûrement remarqué qu'elle a demandé beaucoup de travail. Si vous appréciez le travail fourni sur cette chaîne et que vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à les rejoindre, cela permettra à la chaîne de subsister sur le long terme. Les informations nécessaires sont en description. Parlons donc enfin de cette troisième palatalisation des vélaires qui a probablement eu lieu entre le 7e et le 8e siècle. Je dis probablement, mais la chronologie exacte fait en fait débat, et s'il semble certain qu'elle a eu lieu en partie en même temps que la deuxième palatalisation, il semble aussi possible qu'elle ait commencé avant celle-ci, c'est-à-dire avant la monophtongisation des diphtongues qui a motivé la deuxième palatalisation. À la différence des deux premières, la troisième palatalisation est progressive, c'est-à-dire qu'elle concerne les situations où les voyelles antérieures précèdent les consonnes vélaires, ce qui fournit de nouvelles occasions de palataliser. Précisons toutefois que cette palatalisation n'a pas été aussi importante que les autres et qu'elle a été plus limitée. En effet, la troisième palatalisation n'a eu lieu que si la vélaire était suivie d'une voyelle qui n'était ni un et ni un hier dur. Autrement dit, si la vélaire était suivie d'une consonne, d'un et ou d'un hier dur, alors elle n'a pas eu lieu. Cette palatalisation est donc un peu étrange et s'inscrit un peu moins bien dans l'équilibre phonologique que l'on a décrit jusqu'ici, car elle transcende les frontières de la syllabe, contrairement à tous les phénomènes dont nous avons parlé jusqu'ici. Les voyelles antérieures ayant causé cette palatalisation étaient le yermou, le i et la nasale 1. Les effets de cette palatalisation sur les vélaires ke, ge et re sont les mêmes que ceux de la deuxième palatalisation.
Il est intéressant de constater que cette troisième palatalisation a concerné toute l'ère slave, vieux novgorodien compris, dans une mesure un peu moindre cependant. Les vélaires que et ge se sont donc partout transformés en tse et dze. On peut constater cette palatalisation en comparant le mot du proto-slave vienicy, la couronne, au mot lituanien vainikas. Le mot stedza, qui veut dire chemin, se retrouve quant à lui en letton sous la forme stiga. Pareillement, on peut retrouver des versions non palatalisées et palatalisées d'une vélaire dans une même racine en fonction du phonème qui suivait la vélaire. Avec le verbe perfectif dvignanti, la vélaire est bien précédée de la voyelle antérieure i, mais elle est suivie d'une consonne. La palatalisation n'a donc pas eu lieu. En revanche, dans son équivalent imperfectif dvidzate, la vélaire ge d'origine n'était suivie ni d'une consonne, ni d'un e, ni d'un dur, et la palatalisation a pu se concrétiser. Ici encore, et de la même façon que pour la deuxième palatalisation, le re a donné des résultats différents dans les dialectes du slave commun. Il est ici aussi devenu se dans les langues slaves du sud et de l'est, et che dans les langues slaves de l'ouest. C'est ainsi que la vélaire d'un mot comme vikro, qui veut dire tout, devient se à l'est et au sud et che à l'ouest. Précisons que, tout comme pour la iodisation, les voyelles postérieures se retrouvant à suivre une consonne palatalisée se sont changées en voyelles antérieures à la suite de la troisième palatalisation. Le o de vikro est donc devenu e, donnant les mots visse à l'est et au sud et viche à l'ouest. Tous ces phénomènes ont contribué à créer en proto-slave et aussi en slave commun un équilibre phonologique particulier, dans lequel une syllabe est ouverte et composée généralement d'une seule consonne suivie d'une seule voyelle. La syllabe est de plus harmonique, c'est-à-dire que le point d'articulation de la consonne et de la voyelle qui la compose ne sont pas éloignés. Sans avoir persisté, cet équilibre a laissé de nombreuses traces dans les langues slaves actuelles. Ils sont notamment à l'origine de ce que l'on appelle les consonnes dures d'un côté, qui sont les consonnes non palatalisées, non iodisées, et les consonnes molles de l'autre, qui viennent des consonnes palatalisées ou iodisées. Cependant, les évolutions rendent ce concept bien plus complexe qu'il n'y paraît, et il est aujourd'hui diversement interprété d'une langue slave à l'autre. Il faut donc bien garder en tête que les résultats donnés ici concernent avant tout le proto-slave et le slave commun, et qu'il reste un bon bout de chemin et un bon tas d'évolutions pour arriver aux langues slaves d'aujourd'hui. Cela veut dire que le résultat des palatalisations, tels qu'ils ont été donnés ici, ont pu encore évoluer d'une langue slave à l'autre. Cela peut aussi vouloir dire que d'autres processus de palatalisation ont pu avoir lieu dans certaines langues et dialectes slaves. Il est aussi important de mentionner le processus inverse appelé dépalatalisation, qui a pu prendre de grandes proportions dans certaines langues. Une dépalatalisation peut par exemple consister au fait qu'une consonne vélaire ne soit plus palatalisée par une désinence commençant par une voyelle antérieure, supprimant les alternances entre consonnes vélaires et consonnes palatales dans la flexion des mots. L'équilibre phonologique presque parfait que je vous ai présenté ici a été grandement bouleversé au tournant de l'an 1000, et je vous laisse d'ailleurs avec une vidéo qui explique en partie pourquoi. Vous allez voir, le phénomène qu'elle décrit va mettre un bon coup de pied dans le bel équilibre phonologique que le proto-slave et le slave commun ont mis tant de temps à atteindre. Je vous mets aussi la playlist vers les vidéos parlant de palatalisation si vous voulez en apprendre plus sur le sujet. Et sur ce, je vous dis salut et à bientôt.